Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle séance de l'Université populaire, donc art, cinéma, littérature, peinture, musique, etc. Et ce soir, on est à la frontière entre l'histoire, l'écriture, l'enquête, le journalisme et la géographie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Raspian-Jas, que vous connaissez déjà, que vous connaissez bien, qui est un ami du Jean Eustache, un fidèle du Jean Eustache. Alors Jean-Claude, il est venu à l'Université populaire au début de l'Université populaire, puisque ça devait être en 2011. Il nous avait présenté un cours mémorable sur Bertrand Tavernier, puisqu'il est l'auteur d'une biographie de Bertrand Tavernier. Il était revenu pour nous parler de Frédéric Bach. Vous savez, Frédéric Bach, c'est ce magnifique cinéaste d'animation canadien, qui a notamment fait Le Fleuve aux grandes eaux. Ça nous ramène à l'univers fluvial. Et puis, il est revenu notamment, Jean-Claude, qui est, je le précise quand même, ça va de soi, mais c'est bien de le dire, journaliste, grand reporter au journal La Croix. Il a été responsable du service culture pendant de nombreuses années. On ne parle pas de ce qui a précédé. Non, c'est pas la peine. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a maintenant 2 ans, il est revenu en juillet 2021, plus d'1 an. Alors, c'est juillet 2021, tu es venu. Attends, 21, oui. Oui, juillet 2021. Il est revenu pour nous parler d'un livre qui s'intitulait Routier, un livre enquête où il avait, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vécu aux côtés des routiers sur les routes de France, et il avait raconté en fait la vie de ce métier-là, de ces gens-là, une vie décalée, voilà. Et donc le livre a été publié, c'est une très belle rencontre. Et aujourd'hui, vous allez nous parler, Jean-Claude, de la vie des bateliers, voilà, avec une nouvelle enquête, un nouveau livre qui vient d'être publié il y a quelques mois. Oui, voilà, au mois de mai. Au mois de mai, voilà. Et donc qui s'intitule Une vie sur l'eau. Voilà. Donc on s'installe. Je sais qu'il y a une partie des gens qui ont eu la chance de voir l'Hirondelle et la Mésange. Ceux qui ne l'auraient pas vu pourront se rattraper. À 20h30, on va évoquer tout cela. Alors, peut-être la première question pour vous, finalement, pour le livre Routier, il y a eu un accueil assez exceptionnel. Je crois que c'est bien de le dire quand même, parce que ce n'est pas toujours le cas dans l'édition. À la fois, bien sûr, du monde des routiers, de la presse, mais plus largement quand même du public. Alors, est-ce que c'est cet accueil vraiment très chaleureux qui vous a donné envie d'explorer une autre corporation, en quelque sorte, un autre univers? Non, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire que comme je suis parisien, si j'avais été à Bordeaux, j'aurais pas eu le même réflexe. Comme je suis parisien, je vois passer des péniches souvent au bord de la Seine, en traversant les ponts comme ça, et ça faisait un moment que je me disais, mais à quoi ça peut ressembler la vie d'un batelier? Voilà, c'est parti comme ça. Si j'avais été à Bordeaux, j'y aurais pas pensé. Mais comme je suis à Paris, je voyais passer les péniches, et puis surtout j'avais l'impression qu'elles se confondaient avec le paysage et que surtout on les voyait plus, quoi. Et non seulement on les voyait plus, mais ça ressemblait à une sorte d'anachronisme comme ça qui traversait la capitale, puisque de toute façon les rives de Paris ne sont plus du tout destinées au commerce ou au travail, mais plutôt au loisir. Et que quand je les voyais passer, je voyais pas les mariniers. Ce que je voyais, c'était, on les aperçoit pas quand ils passent, quand elles passent, les péniches. Et puis j'étais intrigué, c'est-à-dire le linge qui sèche, de temps en temps un matelot qui passait sur le pont, comme ça. Et puis il y avait un détail qui à chaque fois m'intriguait, vraiment un détail, tout petit détail, c'était la voiture sur le pont arrière. Il y avait toujours sur les péniches 1 ou 2 voitures sur le pont arrière. Et ça ressemblait à un objet contre nature, presque une sorte de jouet d'enfant. Et à partir de cette simple question que tout le monde peut se poser, à quoi ressemble la vie d'un batelier, c'est quoi leur vie? Il se trouve que j'ai la chance de faire un métier de privilégié, qui est le métier de journaliste. Et à partir d'une simple question, je peux aller jusqu'au bout de la question. Donc mon journal a accepté La Croix que je fasse une série d'été, comme je l'avais fait sur les routiers avant de faire le livre, de faire une série d'été sur le monde des bateliers. Et je ne pensais pas du tout en faire un livre, pas du tout. Et puis, quand la série d'été a été publiée, j'étais resté là-dessus. Et puis voilà. Et puis 1 mois après, c'est mon éditrice qui m'a appelé, qui m'a dit « Mais attends, moi j'ai envie d'en savoir plus, je voudrais que tu repartes, est-ce que tu es prêt à repartir ?» et tout ça.
J'ai dit oui, d'accord, repartons. Et alors ça a été plus compliqué que routier, parce que c'est un monde beaucoup plus fermé. Et il y avait 2 grandes difficultés. La première, c'était de les approcher, qui ensuite ils vous acceptent sur le bateau. Et le plus difficile, ça a été assez long, compliqué, c'était de rester sur la péniche, c'est-à-dire de dormir sur la péniche, de rentrer dans leur intimité, parce qu'une péniche, c'est leur maison en réalité. Donc même quand ça se passait bien, j'ai fait plusieurs voyages avant de pouvoir rester dormir, et quand je leur demandais avant d'embarquer s'ils accepteraient de me garder la nuit, ils me disaient toujours non. Et quand on faisait la traversée dans la journée, même quand ça se passait très bien, et à la fin de la journée, je demandais et on me disait toujours non. Et en plus, on me débarquait où on pouvait, parce que vous pouvez pas vous arrêter avec une péniche où vous voulez. Donc, il m'est arrivé de sauter en route d'une péniche. Je me suis même blessé sur un voyage que j'ai fait sur la Seine en pleine nuit avant d'arriver au Havre. On n'y voyait strictement rien, et surtout je voulais descendre du bateau, parce que une fois que vous rentrez dans le port du Havre, c'était en pleine nuit, il était 1h du matin, et une fois que vous rentrez dans le port du Havre, c'est un endroit totalement sécurisé, et même le marinier n'a pas le droit de sortir de l'endroit où il va se garer. Et là, en l'occurrence, lui, il devait rester, il attendait 3 jours, et il n'était pas question que je reste 3 jours à attendre dans le port du Havre. Donc on a convenu ensemble qu'il me larguait à 1h du matin, et il m'a largué juste avant l'arrivée du port du Havre, dans un endroit totalement sombre, on n'y voyait rien. Et j'ai sauté, et j'avais pas estimé la distance, et lui non plus. Il s'est pas arrêté, hein, il a ralenti. J'ai sauté avec mon sac et tout ça, et la distance était plus haute que ce que j'avais imaginé, mais surtout, ce que je n'avais pas imaginé, et j'espère que lui ne le savait pas, c'est que j'ai atterri au milieu d'un matelas de tessons de bouteilles. Et c'était l'hiver, et comme un couillon, j'avais enlevé mes gants. J'avais des gants parce qu'il faisait froid, et j'avais enlevé mes gants pour sauter. Et donc je me suis retrouvé avec des grosses blessures aux mains. Je saignais, alors lui avait été reparti dans le noir, il ne savait pas du tout dans quel état j'étais. Et comme j'étais très loin du centre du Havre, il a fallu que j'appelle un taxi. Et quand le taxi est arrivé, j'avais rien sur moi. Je veux dire, je saignais, j'avais rien. Et donc, quand il est arrivé, il devait être 2h du matin. Il a fallu que j'arrive à le convaincre que j'avais tué personne, que personne ne m'avait tué. Et il a été très bien, parce qu'en fait, je logeais dans un hôtel où, comme aujourd'hui, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait rien. Heureusement, il y avait un hôtel à côté qui était ouvert, et quand je suis arrivé à l'hôtel qui n'était pas le mien, et que j'ai expliqué au gardien d'hôtel ce qui m'arrivait et qu'il fallait me croire, il a été très bien. Donc il m'est arrivé ce genre d'aventure, voilà. Et d'autres mariniers aussi m'ont largué sans s'arrêter, mais ça c'était à la fois le plus dramatique et le plus drôlatique. D'accord. Bon. Donc vous avez donc partagé le quotidien et la vie intime quand même de combien? D'une dizaine de... Non, j'en ai fait 6. Et j'en ai gardé 4 importants. Après, le reste, j'ai mélangé. Mais parce que quand on part quasiment une semaine. Une fois qu'ils acceptent, c'est bon, on part une semaine. Oui. Dans le livre, il y a quand même beaucoup d'autres personnes qui ont été rencontrées, mais le lien n'a pas été aussi approfondi. C'est ça. Non. C'est un monde beaucoup plus fermé que le monde des routiers. Le monde des routiers, les premières approches, ils s'étaient méfiants, journalistes, tout ça, enfin, vous pouvez imaginer. Mais très vite, comme moi, je fonctionne juste avec un carnet et un stylo plume, ça va très vite, en fait, pour avoir leur confiance. Et avec les routiers, c'était assez rapide. Et quand je suis parti avec les routiers, je dormais dans les camions et tout ça, mais ça a été très vite, on s'est très vite entendu, et j'ai d'ailleurs noué des vraies amitiés avec les routiers avec qui je suis parti, enfin, notamment 4 d'entre eux qui sont les personnages principaux de mon livre, vraiment des liens d'amitié. Je les ai encore revus ce week-end, on est allé aux 24 heures du Mans Camion, si ça vous intéresse, et on était ravis de se retrouver. Je suis en train de tourner un film sur eux pour France 2, et voilà, les mariniers, ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que c'est un monde totalement fermé, les mariniers ne voient personne, c'est-à-dire c'est des gens totalement solitaires, qui sont avec leur famille sur leur bateau, qui ne voient personne. Quand ils se garent le soir, la nuit, c'est toujours dans des no man's land industriels. Ils ne peuvent pas se garer dans les villes. Ils ne peuvent pas se garer facilement. Donc très souvent, soit quand ils vont charger ou décharger, on les parque dans des zones industrielles, il y a de la ferraille, tout ça, enfin ces endroits très inhospitaliers, ou bien ils se garent mais à l'écart des villes et ils sont seuls. Ils sont sur un rail, c'est-à-dire ils sont à la fois enfermés dans leur bateau, avec leur famille, puisque c'est leur maison,
ils vivent dans leur maison, quoi. Ils sont sur ce rail de l'eau dont ils ne peuvent pas sortir et ils ne voient personne. C'est-à-dire que quand ils sont toute la journée en train de naviguer, quand ils passent les écluses, il n'y a plus d'éclusiers. Alors il n'y a plus d'éclusiers sur les canaux. On leur donne une télécommande à l'entrée des canaux et c'est eux qui activent les écluses. Et sur les grands fleuves, le Rhin, la Seine, il y a encore des écluses qui sont ouvertes 24 heures sur 24, mais les éclusiers sont dans des tours de contrôle avec des vitres opaques, ne descendent jamais. Donc tout se passe par téléphone et même quand le marinier est à l'écluse, l'éclusier ne va pas descendre, donc il ne voit personne. Tout se passe par radio et voilà. Donc c'est un monde totalement fermé où il ne voit personne. À la différence des routiers où il y a des restes routiers, il y a des aires d'autoroute, il y a tout ça. Là c'est fini. Et ce qui faisait l'intérêt de leur vie, qui était le passage aux écluses, où ils se croisaient à plusieurs, où ils pouvaient se garer, où il y avait toujours un troquet, l'éclusier vendait des produits de la ferme, des choses comme ça. Ils dînaient entre eux, ils sortaient une table quand il faisait beau. Là c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et ce qui est terrible quand on prend les canaux avec eux, c'est de voir à quel point c'est une France en friche. C'est-à-dire, tout le long des canaux, tout a été déserté. C'est-à-dire que même les industries sont... On va bien sûr y venir. Alors, ce que je vous propose, Jean-Claude, c'est que vous lisiez un petit passage, parce que qui va dans le même sens, page 282. On a le même livre. Hein. Oui, on a le même livre. Oui. Non, parce que j'insiste sur ce point. Jean-Claude écrit bien. Tu n'es pas obligé de le dire. Voilà, donc... Alors, la page de gauche est le dernier paragraphe de la page de droite. Page 2. 282. De là à là. Alors, non, de là à là. Oui. Et ensuite, ça. D'accord. Vous voulez vraiment, hein. C'est bon, c'est le chapitre de fin, enfin c'est l'épilogue. J'ai d'ailleurs mis en exergue une citation de Jim Harrison. Si vous êtes venu voir le film de François Bunel l'autre jour, il y avait François Bunel. Donc j'ai trouvé cette belle citation de Jim Harrison qui est « La rivière qui coule est une belle métaphore de la vie ». Bon, ça c'est Jim Harrison. Alors, ce qui me concerne, me voilà de retour à Paris, sur les quais, piéton mélancolique, envahi par le souvenir insistant de ces longues semaines sur l'eau, l'épaisseur des nuits, les croisements de bateaux fantômes, la douce féerie du jour naissant, l'éclat du soleil sur l'aube paresseuse, la ouate des brumes, les images alanguies des maisons bucoliques, des champs à perte de vue, des villes traversées, des zones industrielles aperçues et des heures d'attente plombées par l'incertitude. Avec encore au bout des jambes le vague roulis, dans les oreilles le tempo régulier, lancinant, des moteurs en action, et au fond de moi, toujours les réminiscences de ce vertige inavouable, quand je devais marcher à la merci du moindre faux pas, sur des plats-bords trop étroits, au-dessus du gouffre fatal des fleuves, qui avalent tout sans laisser de traces. Vous l'avez vu dans le film, ceux qui ont vu le film ont bien vu qu'il en a profité, comme l'eau ne laisse rien, il a pu faire ce qu'il a fait, et il n'y avait plus aucune trace. Embarquer avec eux les gens d'abord, alors oui, parce que dans le monde des mariniers, l'humanité se partage en deux, les gens d'Ater, vous, et eux, les gens d'abord. Embarquer avec eux, les gens d'abord, j'ai éprouvé la réalité de leur travail, de leurs conditions, enfermés dans le huis clos de leur bateau, sans avoir guère le loisir d'en sortir, ni de s'échapper du rail d'eau qui court à l'infini. Je les ai entendus parler de leur vie avec passion, je les ai vus livrés à la lenteur, parfois usante, exaspérante, qui imprègne une autre vision du monde, ouvre à d'autres sensations. Merci Jean-Claude. Alors, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que c'était finalement à la fois un livre d'histoire et de géographie. Alors peut-être qu'on peut commencer par l'histoire, même si les deux sont intimement liés, essayer de faire un long flashback pour imaginer une France où il n'y a pas d'autoroute et où finalement, pour transporter les marchandises, il y a des fleuves, et puis petit à petit, il va y avoir des canaux. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous justement ce moment de la batellerie, c'est-à-dire ce moment où finalement c'est le fleuve, ce sont les mariniers qui n'ont pas le monopole, mais une grande partie des transports, de marchandises, de personnes, etc. Alors pour illustrer ça, j'ai fait un long chapitre sur l'histoire de Paris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'essor, l'expansion de Paris si on ne s'intéresse pas à l'histoire du fleuve. C'est-à-dire que Paris, Lutèce est devenu Paris grâce au fleuve. C'est-à-dire que
tout ce qui a permis de construire, de faire rayonner Paris, de construire, de nourrir, de bâtir, est passé par le fleuve. Et non seulement est passé par le fleuve, mais du coup, il y en avait même tellement trop qu'on a même construit des canaux dans Paris pour que la batellerie trouve son aise. Tout Paris n'était que des ports de commerce. Il y avait 40 ports de commerce dans Paris jusque dans les années 50 et qui étaient extrêmement actifs. Et voilà, et que depuis que l'homme sait qu'il peut arriver à naviguer, on a énormément utilisé les canaux. Quels sont ceux qui n'ont pas vu le film de tout à l'heure? Ah oui, vous êtes nombreux encore. Parce que ce qui est frappant dans ce film des années 1920, quand vous regardez le trafic qu'il y a sur l'eau, enfin, c'est impressionnant quand on regarde ce film. Et peu à peu, cette histoire de la batellerie qui a vraiment été... Il n'y a pas de grande ville qui ne se soit pas fondée au bord des fleuves. Et donc, si elles se sont fondées au bord des fleuves, c'est qu'on y naviguait, et qu'on y commerçait, et qu'on y transportait. Je vous donne un chiffre. En 1900, à Paris, de l'amont à l'aval, il y avait un service de bateaux-bus. Bateaux-bus qui étaient sur l'eau. En 1900, de gens qui travaillaient, puis quelques touristes. Bon. C'était un trafic de 25 millions de passagers par an sur la Seine. Vous imaginez ça? Aujourd'hui, c'est les bateaux-mouches et puis c'est tout. 25 millions de personnes qui étaient transportées sur la Seine. Donc il faut imaginer ce que ça a été, quoi. Alors ce qui s'est passé, et là vous serez sans doute surpris, c'est que le pic du trafic de péniches sur nos rivières et nos canaux, c'est pas les années 20, c'est pas les années 30, c'est 1973. C'est en 1973 qu'on comptabilise le plus de péniches sur les canaux et les rivières. Et 10 ans après, on va détruire tout ça. 10 ans après, le gouvernement va voter un plan de déchirage. Alors le déchirage dans le monde des mariniers, c'est quand on va détruire sa péniche. Ça s'appelle le déchirage chez les mariniers, depuis toujours. Et c'est évidemment aussi un déchirement. Et le gouvernement va prendre la décision de faire un plan massif de déchirage des bateaux et va même donner des primes aux mariniers pour qu'ils débarquent. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on rentre dans une civilisation où on est tous pressés, où ça va aller de plus en plus vite, et on va tout transférer vers les camions. Résultat, aujourd'hui, on est à 88-89% de marchandises transportées sur les routes, et 4% à peu près sur le fleuve, le reste étant sur les trains. Voilà. Donc ça s'est joué en quelques années, ça a pris moins de 10 ans pour que tout soit transféré massivement sur les camions. Mais ça, alors, vous le détaillez dans le livre, c'est une situation assez, enfin, qui est marquée à ce point, particulièrement en France. Oui, parce que bon, j'ai fait plusieurs fois la Seine et puis j'ai fait plusieurs fois le Rhin. Le Rhin, je l'ai fait avec des mariniers, puis je l'ai fait aussi en croisière fluviale. C'est très impressionnant de voir le contraste qu'il y a entre le trafic sur la Seine et le trafic sur le Rhin. Sur la Seine, c'est pas énorme. Franchement, il n'y a pas énormément de bateaux. Et d'ailleurs, VNF, qui est l'équivalent de la SNCF pour les voies d'eau, VNF estime qu'on peut quadrupler aujourd'hui le trafic sur la Seine sans changer les infrastructures, tellement c'est ouvert. Sur le Rhin, on estime qu'on peut doubler encore le trafic sur le Rhin, mais sur le Rhin c'est très impressionnant, c'est vraiment une autoroute, quoi. Quand vous êtes sur le Rhin, vous n'arrêtez pas de croiser d'énormes barges, par exemple de charbon. Donc ça c'est la grande anomalie écologique qui était avant la guerre en Ukraine, alors là ça doit être encore pire, mais j'y étais l'été il y a un an, j'y étais cet hiver, et il y avait beaucoup de péniches de charbon, et c'est jour et nuit, quoi. Juste un chiffre pour que vous compreniez le trafic sur le Rhin, 40% de l'approvisionnement pétrolier de la Suisse passe par le Rhin. Donc ça vous donne un peu, alors la Suisse c'est évidemment au bout du trafic, et vous croisez toute la nuit, enfin jour et nuit, vous croisez des énormes barges qui transportent jusqu'à 600 conteneurs, enfin des trucs absolument énormes. Et le Rhin est un très très gros. Et alors, quand vous êtes sur la Seine, enfin, moi je l'ai fait plusieurs fois, j'étais quand même surpris. On pouvait passer des heures sans croiser la moindre péniche, ni en doubler une. Hein. Donc là, je sais pas trop. Mais alors tout est à reprendre. Hein. Tout est à reprendre. Mais enfin, pour revenir sur l'histoire de la batellerie, ça a vraiment beaucoup marché depuis l'invention de la navigation jusqu'aux années 70-80, et là ça a été l'effondrement total. Alors si on revient un petit peu en arrière, on parle des fleuves, mais il y a aussi les canaux. Il y a un chapitre dans votre livre consacré entièrement au canal du Midi, ça fait partie des
des pages d'histoire qui sont passionnantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque c'est pas très loin d'ici? Oui, oui, alors le canal du Midi, c'est une histoire. J'ai adoré écrire ce chapitre parce que j'ai adoré faire des recherches là-dessus. Enfin, j'ignorais beaucoup de choses. Je connaissais juste le nom de Riquet, mais j'en savais pas beaucoup plus. C'est une histoire extraordinaire, l'histoire du canal du Midi. Alors Riquet, c'est une sorte de gabelou. C'est quand même un grand collecteur d'impôts. C'est lui qui s'occupe évidemment de l'impôt sur le sel. Et il a 53 ans quand il arrive à convaincre Colbert que ce serait bien de construire un canal entre la Méditerranée et l'Atlantique. Donc ce qu'il explique, c'est un vieux projet en réalité. C'est-à-dire que ça fait des siècles qu'on se dit, mais si on essayait de contourner le détroit de Gibraltar, on y pense pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, avant d'arriver au détroit de Gibraltar et après, c'est une région infestée de pirates. Et puis surtout, les Espagnols font payer aux navigateurs un droit d'octroi extrêmement cher. Donc ça fait plusieurs siècles qu'on essaie de se dire, mais si on traversait. Donc lui, il arrive à convaincre Colbert, qui est réticent, et Louis XIV, qui ne veut pas en entendre parler, de construire ce canal entre la Méditerranée et l'Atlantique. Alors il a fait des essais chez lui, il a une propriété près de Toulouse, et il a fait des essais chez lui de rigoles, de canots, pour voir un petit peu, mais on bute depuis toujours sur le seuil de Neurouze. Le seuil de Neurouze est après Toulouse, entre Toulouse et Narbonne, et s'élève à 191 mètres. Donc il faut passer ce seuil. Voilà. Donc lui, il va imaginer tout un truc absolument dément, où il va faire arriver l'eau de la Montagne Noire. Il va faire un énorme lac à Saint-Ferréol. Est-ce que vous connaissez le lac de Saint-Ferréol? Est-ce que vous y êtes déjà allé? C'est un endroit absolument sublime, donc il a fait ça. Il y a une pression très forte de l'eau au lac de Saint-Ferréol pour ensuite partir avec des petits canaux, des rigoles jusqu'au seuil de Neurouze. Et là, Riquet parvient à faire en sorte que l'eau va être distribuée d'un côté vers la Méditerranée et de l'autre vers l'Atlantique, et il va réussir à aplanir tout ça et il va harmoniser tout ça. Quand je disais qu'il y a une pression très forte sur l'eau, c'est qu'à un moment on a un doute à Saint-Ferréol en se disant mais la retenue d'eau est tellement importante que ça pourrait bien s'effondrer, mais les calculs de Riquet sont très très bons et ça a tenu. Voilà. Vauban est arrivé quelques années plus tard à la demande de Louis XIV vérifier un peu parce que l'histoire, elle a duré près de 20 ans. On a employé jusqu'à 12 000 ouvriers pour faire le canal du Midi, avec des femmes et des enfants. Enfin, il y a des ouvrages d'art dans tous les sens. Enfin, aujourd'hui, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et une vingtaine d'années après l'ouverture du canal du Midi, on a demandé à Vauban d'aller voir un peu sur place, parce qu'il y avait des berges qui s'effondraient, des ouvrages qui ne tenaient pas. Et quand Vauban est arrivé, ce qu'il a écrit, c'est de dire « mais moi, j'aurais aimé être l'auteur de ça ». De cet ouvrage-là, tellement c'est beau, tellement c'est puissant. Alors il a consolidé un certain nombre de choses. Donc Saint-Ferréol a tenu. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Riquet, c'est que non seulement il amène l'eau pour que ça fasse canal, mais il calcule déjà que cette eau doit servir d'eau potable pour les riverains, mais mieux que ça, il calcule. Et quand vous y allez aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point il a été visionnaire. C'est que, ça c'est au XVIIe siècle, hein. Il a prévu que cette eau doit servir à l'irrigation pour les cultures autour. Et quand vous arrivez aujourd'hui au canal du Midi, par exemple, quand vous allez au seuil de Neurouze, vous voyez que l'irrigation est massive, notamment pour les champs de maïs autour. Et tout le long du canal du Midi sert de pompe. Enfin, il y a plein d'agriculteurs qui pompent l'eau du canal du Midi et du canal des Deux Mers, parce que le canal du Midi va s'arrêter à Toulouse. Et puis, un siècle plus tard, on va creuser le canal latéral à la Garonne, puisque la Garonne n'est pas vraiment navigable, enfin, ça dépend un peu des saisons, enfin, c'est compliqué. Et donc on va faire ce qu'on appelle le canal des Deux Mers, on va rejoindre le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne, et on va faire le canal des Deux Mers. Et il y aura un trafic considérable, hein. C'est un canal, le canal des Deux Mers, qui a été extrêmement utilisé. Et donc à la période où on va faire le plan de déchirage, sur le canal du Midi, il y avait près de 150 péniches qui faisaient le trafic tous les jours sur le canal du Midi. Aujourd'hui, quand vous y allez, ou si vous prenez le canal latéral à la Garonne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, vous nous disiez donc que c'est à partir le pic du fonctionnement, c'est début des années 70 en fait. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se replonge en 1968-69 pour une petite séquence nostalgie. Voilà, en images évidemment. Bien, alors donc vous venez de voir le début, en fait, l'ouverture, le générique du début de L'Homme de Picardie.
auquel vous consacrez plusieurs pages, puisque ce feuilleton a eu un succès Considérable. considérable. Qui l'a vu? Qui se souvient de l'homme de Picardie? Ben voilà. C'est massif. Donc, feuilleton diffusé à partir de décembre 1968, et ça va couvrir tout l'hiver 68-69. Il y a 40 épisodes et il n'y a que 2 chaînes de télévision. La télévision en couleur vient d'arriver en 1967. Et là, alors la France est encore massivement ouvrière, donc elle va aimer ce feuilleton, qui va avoir un succès considérable et qui est resté dans l'imaginaire. Alors, je voulais juste te dire par rapport aux images qu'on voit, quand j'ai vu là, j'ai revu les 40 épisodes, mais quand j'ai vu ça, le générique de nouveau, d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est l'illustration de ce que je viens de raconter, le trafic énorme de péniches. Oui. Mais en regardant mieux les images, il a triché, parce que le trafic est juste, mais ils convergent tous vers Conflans-Sainte-Honorine. C'est à l'occasion du grand pardon de la batellerie qui a lieu tous les ans au mois de juin. Pourquoi je le repère? C'est parce que toutes les péniches sont décorées. Et donc elles sont décorées pour l'occasion. Mais au moins je me suis dit, ah ben oui, ben voilà, c'est l'illustration de ce que j'ai raconté. Non, le vrai trafic, on le voit après, quand il y a quelques péniches qui vont sur Rouen, parce qu'après, la dernière image dit que c'est sur la Marne, mais ce qui précède, c'est qu'ils remontent du Havre vers le Rouen, et il n'y en a que 2-3. Donc là, parce qu'à un moment, quand je voyais toutes ces images, je me suis dit, bon, la télévision n'avait pas les moyens de louer comme ça une 50aine de péniches qui avancent ensemble. Je me suis dit, ça ne peut pas être le trafic. Donc quand j'ai vu les décorations, j'ai compris. Donc c'est tous les ans, à la fin du mois de juin, il y a ce qu'on appelle le grand pardon de la batellerie. Il y a plusieurs grands pardons de la batellerie un peu partout en France. Alors c'est assez émouvant parce qu'à l'époque, ils partaient du port d'Austerlitz à Paris. Ils remontaient avec la flamme des anciens combattants mariniers et qu'ils alimentaient toute la nuit pour remonter jusqu'à Conflans. Il y avait Notre-Dame des Eaux. Ils arrivaient sur une péniche qui sert de chapelle et qui est un grand lieu à Conflans-Sainte-Honorine pour eux. Ils allaient au monument aux morts qui est au confluent de la Seine et de l'Oise à Conflans-Sainte-Honorine. Il y avait une messe, il y avait tout ça, il y avait des fanfares, il y avait des discours et tout ça. Mais surtout, le dimanche en fin de matinée, c'était assez émouvant. Ils continuent à le faire, ça. Ils jettent une gerbe dans la Seine à la mémoire des mariniers disparus et ceux qui sont morts dans l'eau. Car on meurt dans l'eau quand on est marinier, souvent. Enfin, on a des accidents. Donc, énorme succès. Joseph Durtol, là, qui est joué par Christian Barbier. C'est Christian, je ne sais plus si c'est Christian son prénom, mais en tout cas, c'est Barbier. Il avait la gueule de l'emploi. Il était parfait. C'est-à-dire vraiment, quand on le voit là. Et ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, les mariniers que j'ai côtoyés, c'est des transmissions de 4 à 5, 6 générations de mariniers. Vraiment, c'est quelque chose qui se transmet. C'est une vie rude. C'est une vie dont je vous ai un peu dit tout à l'heure, la solitude. Et en même temps, évidemment, comme beaucoup de métiers difficiles, ils aiment leur métier. Ils sont obligés, il faut quand même que je précise ça, parce que c'est un point important sur la tristesse, le côté un peu maussade aussi de ce monde, c'est qu'ils sont obligés de se séparer de leurs enfants à l'âge de 6 ans. C'est une obligation. Ils ne peuvent pas les garder sur les péniches. Donc tous les mariniers, les enfants de mariniers quittent leur famille à l'âge de 6 ans et vont soit dans des internats, soit dans la famille, soit dans des familles d'accueil. Et ils ne récupèrent véritablement la vie de la famille qu'à 14-15 ans pour ceux qui font des études courtes, ou plus tard ceux qui font des études plus longues, et la plupart du temps, ils vont faire une école de formation pour devenir eux-mêmes mariniers. Voilà. Mais alors l'homme de Picardie est resté dans l'imaginaire général comme la référence. Voilà. Alors ça avait un côté documentaire, hein, c'est-à-dire que l'homme de Picardie a pas mal vieilli aujourd'hui quand vous le voyez, mais il a gardé un côté documentaire, et je crois que ce qui a beaucoup plu à l'époque, c'était ce côté documentaire, et puis d'un seul coup, les gens découvraient un monde dont ils n'avaient pas idée, un peu comme je l'ai fait moi, et découvraient aussi une condition de gens qui se battaient pour leur survie, parce que Joseph Durtol, il va avoir plein de problèmes. Et puis il y avait un autre élément intéressant, c'est qu'à un moment, le fils de Joseph Durtol quitte son père, il est marinier, et il va se faire embaucher par une grande compagnie où il va devenir salarié, ce qui vaut des engueulades homériques entre le père et le fils, où le père reproche à son fils de devenir un esclave et un larbin au profit des compagnies et de ne plus avoir la liberté du marinier. Enfin, il y a des engueulades homériques, mais surtout, il part se faire embaucher sur le Rhin dans une compagnie de Strasbourg, et il va tomber amoureux d'une jeune Allemande, elle-même fille de marinier, ce que le père Durtol ne supporte pas. Il est très content que son fils soit tombé sur une marinière. Il aurait voulu la marier à un de ses copains mariniers, enfin la fille d'un de ses copains mariniers, mais ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'il est plus amouraché d'une Allemande. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en 68, on est vraiment dans la réconciliation franco-allemande, et que ce message-là, il est porté par ce feuilleton.
Oui, on peut épouser les enfants de nos anciens ennemis et on peut construire l'Europe grâce à ça. Enfin, il y avait tout un tas d'éléments mélodramatiques. C'était un mélodrame social. Et un conflit de génération aussi. Il y a un conflit de génération, bien qui sûr. correspond aussi à l'époque. Bien sûr, Entre la fille et le père, le fils et le père. Il y avait aussi la fille et tout ça qui voulait avoir un emploi à terre. Enfin bon, c'était un feuilleton qui brassait plein de considérations sociales. C'était un mélodrame social et il y avait une partie documentaire. Enfin, en tout cas, ça a été un carton. Vraiment, ça a été un des plus gros succès de la télévision. Et vous voyez, quand on demande en 2022 qui l'a vu, voilà, tout le monde se souvient de l'avoir vu. Alors, sur la vie très particulière donc de ces mariniers, donc on a parlé des enfants, la transmission de père en fils, mais quand même, vous avez vécu avec eux pendant plusieurs semaines, et donc vous décrivez tout cela par le menu dans le livre. C'est effectivement, en dehors de la question de la solitude, le travail en lui-même est un travail très technique, avec des questions de navigation très spécifiques qui sont liées notamment au tonnage, qui est très important. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu ? Oui, alors d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un métier très, à la fois très technique, physique et assez éprouvant. C'est-à-dire que le marinier, en général, il navigue jusqu'à 14 heures par jour. Et il navigue 14 heures par jour derrière ce qu'on appelle le macaron. Le macaron, c'est la grosse roue qui va au gouvernail. Sur les péniches de dernière génération, c'est une manette. Ils sont sur des fauteuils hydrauliques, ils sont bien, mais il y a encore des fraissinées. Alors les fraissinées, c'est celle de l'homme du Picardie. Les fraissinées, c'est les péniches standards, voilà, qui ont été uniformisées sous la Troisième République par Fraissinet, qui était le ministre des Transports publics. C'est lui qui a fait la norme des canaux. Et à partir de la norme des canaux, on a construit des péniches qui correspondaient. Donc on les appelle les fraissinées. Donc sur les fraissinées, j'ai navigué sur des fraissinées, c'est extrêmement bruyant. Donc pendant 14 heures, vous êtes là. C'est extrêmement bruyant. C'est bruyant dans la timonerie. La timonerie, c'est là où il y a le poste de pilotage, mais aussi dans l'appartement en dessous. C'est extrêmement bruyant. L'appartement en dessous, c'est 25 mètres carrés. C'est pas énorme. C'est beaucoup, beaucoup de bruit. D'ailleurs, beaucoup de mariniers ont des acouphènes. Beaucoup de mariniers parlent fort. Voilà. C'est un métier très technique. C'est des vrais savants de l'eau. C'est des lecteurs de rivières. Ils aiment bien dire ça très souvent. Alors, ils disent tout rivière. Fleuve, canal, rivière, tous ces rivières. C'est d'ailleurs bien, parce que c'est un joli mot. C'est des lecteurs de rivières. Ils disent tous ça. Tous les mariniers m'ont toujours tous dit la même chose, c'est on lit la rivière. Voilà. Et c'est vrai que quand on est avec eux, qu'on passe du temps avec eux dans la timonerie, ils vous détaillent chaque friselie de l'eau, le moindre courant. Ils savent déjà ce que ça signifie, ce à quoi ils vont être confrontés. Ils disent très souvent, quand on démarre avec le bateau, on est le bateau. C'est-à-dire qu'on n'est plus moi le capitaine, je suis le bateau. C'est-à-dire que je vais éprouver le mouvement de l'eau et je vais me glisser sur l'eau et c'est l'eau qui va commander. Voilà. Et ils sont très pointus sur la connaissance de l'eau et il faut l'être parce que par exemple quand ils rentrent dans une écluse, il y a un effet de piston qui se produit et qui fait reculer la péniche. Alors c'est insensible, il y a un moteur, donc, mais il faut bien le calculer. Quand ils sortent d'une écluse, il faut qu'ils fassent très gaffe à la vitesse à laquelle ils vont sortir de l'écluse, parce que sinon, ça va avoir un effet de ventouse s'ils partent trop fort. Dans certaines écluses, sur les grands fleuves, style sur le Rhin, quand les péniches sont très longues, quand l'étrave sort de l'écluse, elle peut prendre le vent, et pas le reste du bateau. Donc il faut très bien calculer ça. Ils ont à calculer aussi, par exemple, les passages des ponts à Paris. Par exemple, quand vous êtes sur un bateau, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, qui fait 85 mètres de long, qui fait 9 mètres de large, et que vous arrivez devant les 7 arches du pont Neuf, les arches historiques, je dois dire que la première fois, je me suis dit, il va pas le faire. Ça va pas le faire. Évidemment, il passe tous les jours. Mais c'était sûr qu'il allait pas le faire. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais comment il va faire ? Comment il va passer dans ce truc ? Et évidemment, il est passé. Il y a très peu d'accidents de bateaux. Les ponts de Paris n'ont pas eu à subir trop de dommages. Mais pareil, quand il passe, par exemple, les arches du pont Neuf à Paris, il y a un effet de piston, il y a des remous. Une fois, je suis descendu avec un Fraissinet, là, à Bordeaux. Et on est arrivé au pont de Pierre. Et au pont de Pierre, les rares mariniers qui viennent encore à Bordeaux en péniche, il n'y en a pas beaucoup, ils appellent ça le Cap Horn. C'est le Cap Horn de la Garonne, c'est le pont de Pierre. Parce que le pont de Pierre est plein de remous et de courants qui sont hyper compliqués pour un marinier à prendre. Et d'ailleurs,
je dois vous dire que ceux qui, à Bordeaux, font les navettes électriques, vous savez, les bateaux-bus, je ne sais pas comment vous appelez ça, bateau-bus, hein, c'est une navigation très compliquée. C'est-à-dire c'est pas du tout simple de naviguer sur la Garonne à Bordeaux. Donc le Cap Horn, c'est le pont de pierre à Bordeaux. Donc passer les ponts aussi, vous avez des remous, des courants, et il faut vraiment gérer ça. Alors ils sont aidés maintenant grâce à des moteurs d'étrave. Il y a des moteurs maintenant à l'étrave pour rectifier tout ça, mais enfin bon, c'est assez compliqué. Ensuite, ils naviguent énormément de nuit. Et la nuit, c'est très impressionnant. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs fois la Seine et surtout plusieurs fois le Rhin la nuit. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'ils ne regardent absolument pas dehors. Ils disent que ça les stresse, et je comprends pourquoi ça les stresse. C'est-à-dire que quand vous regardez le Rhin, enfin, vous regardez l'eau la nuit, c'est plein d'illusions d'optique. Plein d'illusions d'optique. Donc si vous regardez, vous allez vite vous paumer, même si vous êtes un marinier habitué. Donc ils ne regardent pas. Par contre, ils ont une douzaine d'écrans dans la timonerie, et ces écrans font tout, c'est-à-dire donnent la puissance du fleuve, la profondeur, fouillent jusqu'à une dizaine de kilomètres au-delà. Enfin, il y a tout, quoi. Il y a le nom du bateau qui va arriver en face, combien de personnes dessus, qu'est-ce qu'il transporte, son tonnage, d'où il vient, où il va. Enfin bon, il y a tout ça, parce que les bateaux sont très peu éclairés la nuit, c'est-à-dire c'est très impressionnant quand vous êtes avec un marinier. Alors les mariniers éteignent leur timonerie, donc ils naviguent dans le noir avec juste la lumière de leurs écrans, et donc les bateaux qui arrivent sont signalés, hein, mais ils sont très peu éclairés. Donc c'est très impressionnant. Vous avez un monstre qui vous arrive et qui va passer comme ça. Ils se saluent pas. Sur la Seine, ils se saluent. C'est-à-dire qu'ils allument, et ils se saluent et puis ils éteignent. Sur le Rhin, ils se saluent pas. Donc c'est très impressionnant et c'est très beau. C'est-à-dire que quand on croise un bateau, on aperçoit la cabine du capitaine, où on le voit juste éclairé par ces écrans, donc une sorte de profil, et aussitôt après, vous avez la lumière éclairée de l'appartement où vous devinez une vie de famille derrière, et puis voilà, ça passe, et puis après c'est oublié. C'est un travail physique parce qu'il faut entretenir tout le temps le bateau. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement stricts sur, j'allais dire, l'hygiène du bateau. Ils le nettoient tout le temps. Un bateau, un bateau bien entretenu peut durer un siècle. On en a croisé pas mal des bateaux qui avaient 100 ans. Et qui n'étaient pas des pièces de musée, qui étaient encore des bateaux qui circulaient. La plupart du temps, un bateau bien entretenu, il dure 70 à 80 ans. Les moteurs, une trentaine d'années. Donc ça impose de beaucoup nettoyer les bateaux. Ils nettoient tout le temps. Enfin, ils font en sorte que ce soit bien... Voilà, parce que c'est leur outil de travail, c'est leur maison aussi, donc ils font en sorte. Par exemple, quand vous montez dans une péniche, vous devez vous déchausser systématiquement. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la timonerie, vous vous déchaussez. Et une des particularités des mariniers, c'est quand ils ont de temps en temps une vie à terre, ça leur arrive, ou quand ils sont invités. Ils n'ont pas beaucoup de vie sociale, hein, mais quand ils en ont un petit peu, ils sont toujours surpris, parce qu'ils enlèvent leurs chaussures quand ils vont chez les gens. C'est-à-dire, voilà, quoi. Et puis c'est aussi une science du chargement, c'est-à-dire que de l'équilibre du chargement va dépendre le reste de la navigation. Enfin, c'est tout un tas de... Et puis c'est fastidieux, c'est lent, c'est très agréable d'être sur une péniche et de naviguer à 5 km/h, 12 km/h. 20 km/h quand vous êtes bien dans le sens du courant et que ça y va, quoi. Mais c'est aussi très fastidieux, très long, très emmerdant, quoi, aussi par moment, quoi. C'est magique quand vous êtes passager, mais quand toute la journée, vous faites vos 14 heures, là, il y a des moments où c'est quand même un peu pénible, quoi, c'est lent. Alors, dans votre livre, il y a beaucoup de précisions sur les marchandises, le tonnage, etc. Vous pouvez nous donner des ordres de grandeur, parce que je crois que on a une image finalement peut-être un peu romantique de la péniche. Hein. Voilà, on se dit c'est un bateau comme ça pour naviguer. Dans les faits, c'est vraiment un gros bateau de transport. Oui, alors j'ai pris des notes parce que je savais qu'on me poserait la question et que je voulais être précis. Par exemple, j'ai navigué sur le Rhin, sur le Milanco. Le Milanco, c'était une péniche. Le Milanco portait ce nom-là parce que précisément leur fils aîné s'appelait Milan. Et c'était Milan et compagnie. Et comme Milan était parti à l'école, ils ne le voyaient plus. Et donc, ils avaient appelé leur bateau le Milanco. Alors, le Milanco, c'est un bateau qui fait 84 mètres de long, qui fait 10 mètres de large, enfin 9 mètres 60, presque 10 mètres de large, et qui peut charger jusqu'à 1800 tonnes. Sur le Rhin, nous, on a croisé des... 1800 tonnes, si on met ça par rapport à un camion. Hein, un camion, voilà. C'est très simple. Un camion qui fait 44 tonnes, enfin dit 44 tonnes, en réalité, il a 25 tonnes.
Ils chargent 25 tonnes. Je vais prendre un exemple dans le... Donc c'est l'équivalent de plus de 40 camions. Ah ben, bien plus, ouais. Quand moi j'étais parti avec les routiers, j'étais parti notamment avec une routière qui n'arrêtait pas de faire du porte-conteneur du Havre jusqu'à Paris. Elle faisait beaucoup ça. Elle prenait un conteneur, c'est tout. Elle n'en prenait qu'un. Et il lui arrivait de décharger un conteneur et de rentrer au Havre avec un conteneur vide. Mais un conteneur. Là, on s'est trouvé sur le Rhin à croiser ce qu'on appelle là-bas des Wehrhaven. Les Wehrhaven, c'est 270 mètres de long. C'est 2 terrains de foot et demi. C'est 35 mètres de large et c'est l'équivalent de 9 barges. Et ça porte 15 000 tonnes. D'accord ? Mais c'est mieux, il y a mieux que ça. Il y a les Camaro. Alors les Camaro, eux, ils font... alors les Camaro, on en a croisé certaines nuits. Là, il y a 600 conteneurs sur 4 étages. D'accord ? Sur 4 étages. C'est l'équivalent de 2 terrains de foot, là. C'est 185 mètres de long, donc c'est moins que les Wehrhaven. Et là, du coup, vous avez la timonerie qui se lève pour être au-dessus des conteneurs. Et la timonerie monte jusqu'à 13 mètres et demi. 13 mètres et demi, c'est l'équivalent de 4 à 5 étages, quoi. Voilà. Alors vous avez parfois des particularités, c'est-à-dire que je suis descendu sur la Seine et j'étais monté dans un porte-conteneur comme ça, où on avait monté la timonerie à 13 mètres et demi au-dessus, et on est arrivé à Rouen, et là c'était la limite de la marée, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a ça, c'est-à-dire que quand je vous ai parlé des 14 heures et du régime de lenteur, le régime de lenteur, il faut aussi l'accentuer du passage des écluses. C'est long, le passage d'une écluse c'est 20 à 30 minutes, ça va encore, mais vous devez souvent attendre que d'autres sortent, vous êtes parfois dans une file d'attente de péniche, donc tout ça retarde. Et sur la Seine en particulier, vous avez le problème des marées. Et le problème des marées est un vrai problème. Et celui avec qui j'étais parti avait déjà attendu toute une journée à l'ouest de Paris, à Gennevilliers, pour être chargé. Là, c'est comparable au routier, c'est-à-dire qu'un marinier qui arrive avec sa péniche pour charger dans un port ne sait absolument pas à quel moment on va le charger. C'est exactement comme les routiers, et surtout qu'ils ne s'avisent pas de demander, et surtout qu'ils ne s'avisent pas de protester, comme les routiers. Sinon, ça durera encore plus longtemps. Ah non, c'est pas que ça durera encore plus longtemps, ça durera encore plus longtemps, mais c'est plus grave. C'est qu'il pourra être interdit de site, en lui disant tu ne reviens plus, et qu'il peut perdre le contrat. Donc il s'écrase. Donc là, j'étais avec lui, on a perdu 9 heures à attendre qu'on charge ses conteneurs. Là, il y avait trois rangées de conteneurs. Donc il avait déjà perdu beaucoup de temps, il était furieux. Il a été obligé de naviguer la nuit, et quand il est arrivé à Rouen, on était juste à la limite de la marée haute, et il a décidé de passer un peu en force, c'est-à-dire qu'il a appelé la capitainerie, il a calculé sur ses ordinateurs, je passe pas. Il a décidé de passer en force parce qu'il me dit si je passe pas là, je suis bloqué 5 heures. Je peux plus attendre, il faut que j'y aille. Et quand on est passé, il y a 2 ponts très bas à Rouen, quand on est passé avec un écart de 30 cm. Et du coup, il a baissé la timonerie, et la timonerie était en dessous des conteneurs. C'est-à-dire qu'on a passé les 2 ponts sans rien voir. Et juste, on a vu sur les ordinateurs qu'il lui restait 30 cm. Donc, c'était un peu chaud. Là, l'émotion que j'avais eue au Pont-Neuf à Paris, c'était rien à côté de ça. Parce que là, je me suis dit, si on se prend le pont avec le conteneur, évidemment, ils ont l'habitude, il a pris un risque calculé, mais c'était limite, quoi. Et ça ne lui a pas permis de gagner beaucoup de temps, parce que quand on est arrivé à Tancarville, au pont de Tancarville, il y a un canal ensuite qui mène du pont de Tancarville au Havre, et là, il s'est retrouvé marée basse, et là, il s'est retrouvé coincé 6 heures, si bien qu'il a redémarré en pleine nuit, et là, il y a encore 3 heures de navigation entre le pont de Tancarville et au Havre, et c'est là qu'il m'a lancé sur le champ de tessons de bouteilles. Voilà. On revient en arrière. Voilà. On revient en arrière, on fait la continuité, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Non, c'est des navigations compliquées, parce que même la nuit, c'est très très compliqué. Et puis avec ce que je vous raconte là, le calcul, le passage du pont, les temps d'attente, voilà, s'il était passé 10 minutes plus tard, il passait pas à Rouen. Donc il y avait 5 heures, après il s'en prenait 6 derrière. Enfin bon, c'est... Alors, ce qui est passionnant dans le livre, c'est que finalement, il y a un mélange entre des informations comme celles que vous venez de donner, qui sont très techniques, très économiques, et j'ai envie de dire un peu psychologiques aussi sur la vie en famille, etc. Et puis, il y a aussi les descriptions des paysages au fil de l'eau, comme c'est le titre Une vie sur l'eau. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques peintures de péniches, donc du 19e pour la plupart, et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Voilà, ce que ça évoque pour vous par rapport à vos voyages.
Alors, on peut peut-être éteindre la lumière, s'il vous plaît, pour mieux voir. Voilà, merci. Canal Saint-Martin, donc. Donc là, on est fin du 19e, le train a déjà commencé. Oui, alors ce qui est très intéressant avec tous ces tableaux, c'est que c'est le moment où les impressionnistes vont aller sur la scène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les impressionnistes sortent des ateliers, et c'est les premiers peintres à aller à aller peindre sur le motif. Et beaucoup de tableaux d'impressionnistes sont emplis de péniches, c'est-à-dire qu'ils vont peindre devant la scène. Il y a beaucoup, enfin, les impressionnistes vont principalement travailler devant la scène, et tous les impressionnistes, à un moment ou un autre, vont peindre des péniches. Alors, soit pour parler de leur labeur, là c'est le cas avec Pissarro, on aura aussi des tableaux de Monet où on est vraiment dans le travail, mais il y a aussi, c'est l'époque aussi où commence à y avoir les loisirs, où on va se baigner dans la Seine, et les peintres vont peindre ça, et même quand ils filment des dimanches où il y a des baigneurs et tout ça, il y a toujours une péniche qui passe au fond, à l'arrière-plan, voilà. Alors, on peut enchaîner, du coup. Et c'est une grande source de documentation. Le travail des impressionnistes sur la Seine nous donne énormément d'indications sur la navigation de l'époque. Ah oui, ça j'aime beaucoup ce tableau-là, beaucoup. Et d'ailleurs j'en parle un peu longuement dans mon livre de ce tableau-là, parce qu'il y a tout, quoi. Il y a la fragilité de la planche, il y a le travail, il y a le côté pensu des péniches, il y a aussi la tristesse de la condition des ouvriers. Enfin, c'est un très très beau tableau, ça. Alors là, c'est presque un mélange, puisqu'on a les voiliers, on a les péniches, on a le travail, on a le loisir. Voilà, vous avez des trains de péniches, parce que pendant très très longtemps, il y avait des remorqueurs. Enfin, on l'a un peu vu dans le film tout à l'heure, mais il y a des remorqueurs, et les trains de péniches pouvaient prendre une douzaine de péniches. Donc, vous voyez un remorqueur en haut, et puis derrière, il y a une douzaine de péniches qui se suivent et qui sont tractées par la remorque, par le remorqueur. Là, évidemment, c'est une vision idyllique. Oui. Hein, oui. On se repose, en fait. Oui, les couleurs sur les péniches, il n'y en a pas des masses. Voilà. Et ça, c'est le Georges Eustache. Alors, dans le film qu'on a vu tout à l'heure, et ceux qui ne l'ont pas vu peuvent le voir à 20h30, il est rediffusé. Doivent le voir. Voilà. Et vous l'évoquez dans votre livre, les deux péniches sont collées l'une à l'autre. Oui. Alors, pourquoi les péniches sont collées l'une à l'autre, latéralement, et pas... Alors, il y a deux cas de figure. Et dans le film, on le voit bien, il y a soit elles sont accouplées comme ça de front, soit à la suite. Ça dépend de la largeur du fleuve. Alors, ils sont obligés de découpler pour passer évidemment les écluses, ce qu'on voit très très bien dans le film. Et puis, parfois, elles sont accouplées pour remonter le fleuve. Et c'est souvent à la descente, parce que c'est plus facile. À la descente, on suit le courant et puis on y va, quoi. Ok. Alors, dans votre livre, il y a des chapitres qui sont un peu à part, on va dire, qui donnent un autre regard. Et notamment, il y a un chapitre sur la littérature consacrée au monde des péniches. Et vous nous parlez de Georges Simenon. Alors pourquoi Simenon en particulier ? Simenon, il était inévitable, parce que dans l'imaginaire collectif lié au monde des péniches, il va de soi qu'on a tous été nourris par les romans de Simenon, par l'univers de Simenon, par le côté maussade, le côté brumeux, le côté un peu triste lié au monde des péniches. On ne peut pas faire l'économie, c'est-à-dire que tout notre imaginaire collectif autour des péniches est évidemment imprégné de la vision de Simenon. Alors la vision de Simenon, elle est intéressante parce que Simenon, il a fait l'expérience. Il a fait l'expérience du monde des péniches. C'est pas une invention d'écrivain. C'est d'abord une expérience avant d'être sa propre invention. Il a 25 ans, Simenon, et il a une aventure folle avec Joséphine Baker. Mais vraiment, c'est une histoire totalement folle. Il est d'abord son secrétaire. Et puis il fuit parce qu'il a peur d'être dévoré par elle. Et il part, mais vraiment il fuit.
Donc il va prendre un petit bateau et il part avec sa femme et sa maîtresse et il va traverser ce qu'il appelle la France inconnue, la France des rivières et des canaux. Et il va partir pendant plusieurs mois. Avec sa machine à écrire. Avec sa machine à écrire, parce qu'à l'époque, il écrit des romans à dessous et surtout il utilise plein de pseudonymes, donc il écrit dans tous les sens. Et ça lui permet aussi, il reçoit des mandats en cours de route et ça lui permet de continuer. Il y a des fois où il est encalminé parce qu'il n'a pas reçu assez d'argent, donc il écrit, puis il repart. Et surtout, il passe beaucoup de temps dans les écluses, dans le monde des écluses, dans les troquets, les estaminets qui sont autour des écluses. Et il s'efforce, il le dit à plusieurs reprises dans ses mémoires, et puis après on le verra aussi dans ses romans, mais il s'efforce à chaque fois, comme il dit, de penser péniche. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là ? Alors il découvre tout un monde, et dans ses mémoires c'est passionnant, parce qu'il explique comment il découvre ce monde, le vocabulaire de ce monde, le folklore de ce monde, la tristesse de ce monde, et ça va vraiment beaucoup le nourrir, et dans beaucoup d'enquêtes de Maigret qui se passent dans le monde des canaux, des écluses, Maigret va à peu près avoir une vingtaine d'enquêtes autour de ce monde-là. Je rappelle que le 36 quai des Orfèvres et le bureau de Maigret donnent sur la Seine et Maigret voit passer des péniches. À un moment, dans un des Maigret, Maigret dit qu'il aurait bien aimé, au fond, habiter au bord de la Seine. En réalité, il habite boulevard Richard Lenoir, qui est près de la Bastille. Mais il a ce regret-là. Dans une des esquisses des premiers Maigret qu'écrit Simenon, à un moment, il y a une tractation entre un patron d'une compagnie de péniches qui propose à Maigret peut-être de reprendre la suite. Donc à un moment, Simenon hésite. Est-ce qu'il va le laisser être un inspecteur ? Est-ce qu'il va basculer dans le monde des péniches ? Donc il y a un moment d'hésitation où Simenon hésite un peu. Le personnage de Maigret, il va le créer. Quand il revient de son tour, là, avec son petit bateau sur les canaux et les rivières de France, il va acheter un plus grand bateau. Il va partir là vers l'Europe du Nord et à la frontière allemande des Pays-Bas. Un jour, il va créer le personnage de Maigret, qui n'est pas encore bien fixé, parce que dans les tout premiers romans, c'est un médecin. Puis après, il s'est dit, je vais en faire un inspecteur. Mais il est né à l'occasion d'une avarie qu'avait eu Simenon avec son bateau. Il le faisait réparer et c'est là que Maigret a surgi de son truc. Et Maigret, donc, beaucoup d'enquêtes. Je vous dis à peu près 20 à 25 romans de Simenon qui vont se... Donc, c'est dire à quel point Simenon... Puis alors, Simenon, quand il est rentré à Paris, a vécu avec sa péniche sur les quais de la Seine et ensuite il est allé s'installer en amont de Paris pendant quelques années, toujours sur son bateau. Donc évidemment ça l'a imprégné. Et puis il y avait une raison aussi, c'est que son grand-père était chargé des polders dans le nord de la Belgique et que sa tante à Liège, là où il était né, tenait un bistrot de marinier et le petit Georges a beaucoup traîné dans ce bistrot, donc c'est vraiment imprégné des odeurs, voilà. Donc Simenon, c'était absolument inévitable. Oui. Oui, d'ailleurs, vous citez Simenon, alors je dis ça de mémoire, comme quoi les rivières, c'est les veines de la France. Oui, c'est ça, il dit c'est les artères et les veines de la France, d'un pays même. Ouais. Alors, il y a également un chapitre sur le cinéma, donc vous évoquez L'Homme de Picardie, qu'on vient d'évoquer aussi, bien sûr le film L'Hirondelle et la Mésange, mais quelques autres films, dont bien sûr L'Atalante, dont on va regarder un extrait. On va regarder également un extrait de La Vierge du Rhin, et puis un film beaucoup plus rare qu'on croyait perdu, qui s'appelle La Belle Marinière. Alors, avant de revenir peut-être sur la situation contemporaine et puis aussi sur les perspectives. Il y a deux ou trois éléments à donner quand même. Oui, oui. Dans l'Atalante, ça vous a fait rire là quand la mariée passe de sa condition de Jean d'abord, vous avez vu la mine consternée des gens d'Ater. Alors, c'était pas du tout fréquent de se marier avec des gens d'Ater. D'ailleurs, c'était assez mal vu. Enfin, là, on voit que la malédiction, elle est plutôt pour les gens d'Ater que pour les gens d'abord. Quand Michel Simon la met on appelle ça la sauterelle. Voilà. Donc il la met sur la sauterelle, lui-même à prendre la sauterelle, mais c'était le moyen traditionnel qu'avaient les mariniers pour pouvoir aller à terre. Il y avait une tradition chez les mariniers à l'ancienne mode, c'est quand ils étaient sur des canaux, ils avaient un fusil dans leur timonerie et ils braconnaient. Et quand ils tuaient
ce qu'ils avaient à tuer sur la rive, hop, ils allaient chercher ce qu'ils avaient tué avec la sauterelle et ils remontaient comme ça. Parce que vous ne pouvez pas toujours vous garer ni vous mettre, parce que vous avez des canaux envasés, parce que c'est compliqué. Et la sauterelle était le moyen le plus courant. Vous avez aussi un autre plan où on les voit tirer, puis on le voit beaucoup dans le film L'Hirondelle et la Mésange, où ils tirent avec des sangles les péniches. Alors ça s'appelle tirer la péniche à la bricole. Voilà. Donc ça, c'était un moyen très... Simenon, on parle beaucoup dans ces donc carnets. c'est un métier extrêmement rude, vraiment rude, oui. de forçat, quoi. Oui, c'est même un métier assez misérable. Alors, évidemment, les mariniers d'aujourd'hui ne supportent plus du tout ce folklore-là. Ils vous mettent en garde contre le passéisme de ces images-là en disant, alors c'est vrai que les nouvelles péniches c'est des monstres numériques, elles sont assez insonorisées, ils ont des appartements relativement vastes qui font 85-90 mètres carrés, super équipés, ils vont bientôt passer à la 5G, donc ce folklore-là, ils ne le supportent plus, n'empêche que ça a été la condition des mariniers pendant des siècles, il ne faut pas non plus... Alors, ce qui est dit par plusieurs témoignages, c'est qu'ils étaient, il y a 2, 3 ou 4 générations, considérés comme des gitans, des bohémiens, des gens qui... Mais encore aujourd'hui, là, j'ai fait un voyage avec... Au sens du gens du voyage aussi. Oui, au sens des gens du voyage, oui. Là, j'ai fait un voyage sur une Fraissinet avec un marinier tout à fait formidable. C'est une sorte d'intellectuel et qui a lancé une association qui s'appelle Agir pour le fluvial, qui veut vraiment relancer le fluvial, et il veut, lui, absolument relancer le fluvial sur le canal du Midi, parce que le canal du Midi, aujourd'hui, est réservé, faute d'autres péniches, au tourisme fluvial, mais lui dit qu'il faut vraiment relancer le fret sur le canal des deux mers, et j'ai fait un voyage inaugural avec lui au printemps dernier, où il a essayé de convaincre les collectivités locales, les industriels, qu'on pouvait repartir. Donc il a été assez bien accueilli, je dois dire. Et si ça vous intéresse, il refait un deuxième voyage au début du mois d'octobre. Il sera ici à Bordeaux le 7 octobre. Il fait des tables rondes. Il arrivera avec sa péniche qui s'appelle la Tourmente, qui est un Fraissinet. Et je vous dis ça parce que lui, il m'expliquait, bien que militant et offensif, qu'encore aujourd'hui, ils sont considérés comme des gens du voyage, des bohémiens. Il m'explique que quand il se gare avec sa péniche, sa Fraissinet, s'il reste 2-3 jours dans le coin, les gens le demandent de déguerpir, quoi. Ils se méfient de lui, quoi. Voilà. Et ils ont encore cette image-là, cette image de gens pas très clairs, on se demande bien des gens du voyage qu'on ne connaît pas. Bien sûr, on ne connaît absolument pas. Ouais. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs chapitres dans votre livre qui évoquent l'avenir, en fait, hein, la question du tourisme fluvial, la question d'un éventuel redémarrage de ce fret fluvial via la dimension écologique, qui est voilà. En fait, on est sur un mode de transport lent, mais quand même beaucoup plus écologique. Alors, où on en est sur ces questions-là? Alors, on en est que sur le transport, sur le fret, ils sont vraiment au creux de la vague. C'est-à-dire que vraiment, ils sont très peu nombreux. Ils ont été liquidés, c'est le cas de le dire. Et là, vraiment, on est au creux de la vague. Sauf qu'ils vont revenir. Et le contraste est avec je vais expliquer pourquoi ils vont revenir. Et le contraste est avec le tourisme fluvial qui, là, a connu une explosion les 10 dernières années considérable. Alors, le tourisme fluvial, c'est 2 sortes de tourisme, hein. C'est les bateaux sans permis que vous pouvez louer sur les canaux, et tout le monde peut le faire, hein. Des bateaux un petit peu familiaux pour 3-4 personnes, sans permis, et notamment donc c'est sur les canaux, et c'est les paquebots fluviaux. Alors attention, pas confondre avec les paquebots maritimes, c'est pas les 5000 ou 6000 personnes avec des animations dans tous les sens et des piscines à tous les étages. Ça, c'est les paquebots fluviaux, vous en avez sur les quais de Bordeaux tout le temps. Maintenant, il y a 7 ou 8 pontons à Bordeaux de paquebots fluviaux, hein, vous voyez, c'est ça. Alors ça, c'est extrêmement agréable. J'en ai fait plusieurs, et pas qu'en France. J'en ai fait au Canada, j'en ai fait en Égypte et j'en ai fait en France, et sur le Rhin, aussi en Allemagne. C'est extraordinairement agréable. Vous êtes vraiment en lévitation, ça fait pas de bruit, c'est des bateaux à fond plat. Parce que moi, j'ai le mal de mer, hein. Passer la jetée, je peux rendre mon 4 heures. Là, sur les canaux, sur les fleuves, ça bouge pas, c'est extrêmement agréable. Donc le tourisme fluvial s'est considérablement développé, donc sous ces 2 formes-là. En revanche, le fret, ça a été vraiment la chute. Sauf que je pense que, c'est pas que je pense, je suis sûr, et ça va repartir. Et ça va repartir pour des raisons assez simples, c'est que jamais on a autant réinvesti dans le fluvial
depuis 30 ans. L'Europe s'y met, l'Europe met beaucoup d'argent, la France aussi. Il y a un rapport avec les routiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde des routiers, on est dans une pénurie de chauffeurs assez dramatique. Il nous manque en France 50 000 chauffeurs. En Grande-Bretagne, c'est près de 100 000. Et dans tous les pays européens, il manque entre 20 et 30 000 chauffeurs par pays. Donc ça va évidemment poser un problème, qui n'est pas celui du manque de chauffeurs, mais celui de qu'est-ce qu'on fait de la production et de la distribution si on n'a pas les moyens de transporter. Donc ça va être un des recours, ça va être de retrouver l'usage du fleuve. Et comme aujourd'hui, il y a une injonction écologique, mais il y a aussi qu'on est dans l'ère du transport massifié. C'est-à-dire que les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure de transport sur les péniches, le calcul va être assez vite fait. Et grâce à la logistique qui permet de calculer même le régime de lenteur, on peut transporter des choses en calculant cette lenteur et faire en sorte que... Alors évidemment, j'espère que ça va avoir un autre effet, c'est que ça va nous permettre aussi peut-être d'être un peu moins pressés d'avoir tout de suite. Peut-être. Voilà. Là, on a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire, mais quand vous aurez personne pour transporter ce que vous voulez dans les 24 heures, il y a bien un moment, il faudra bien... voilà. Et alors, on observe des mouvements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les poids lourds ne peuvent plus rentrer dans les centres-villes. Donc, ils sont obligés de se délester dans des plateformes logistiques et ensuite, on met ça sur des petites camionnettes et tout ça. Il y a tout ce qu'on appelle le dernier kilomètre, qui sont les livreurs qui viennent dans le centre des villes. Les villes où il y a des fleuves et des rivières permettent aujourd'hui aux péniches de revenir. Il y a un certain nombre de villes qui sont en train de se dire mais si on laissait revenir les péniches. Alors c'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Lyon, Nantes ça commence à venir et là Bordeaux est en train de réfléchir, le port autonome est en train de réfléchir à l'idée que peut-être en effet on pourrait revenir aux péniches. Et la mairie écologique de Bordeaux est très favorable à ça. Il y a ça et il y a quelque chose de symbolique. Alors ça n'est que symbolique mais pour moi le symbole est quand même très très fort. C'est que le 26 juillet 2024, l'ouverture des Jeux Olympiques, ça va être une cérémonie comme on n'en a jamais vue, c'est-à-dire avec 160 bateaux, péniches, sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous savez que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus regardé à travers le monde, des milliards d'humains regardent ça, et en général, ça donne une indication sur les décennies à venir. En tout cas, ça donne une impulsion symbolique, imaginaire sur l'avenir. Et l'idée que cette cérémonie, ça va être avec 160 péniches sur la Seine, est quand même assez indicative de quelque chose qui est en train de se produire. Ce qui se produit aussi, c'est qu'à la sortie de Paris, on est en train de construire un énorme canal grand gabarit, donc avec des bateaux comme ceux que je vous ai parlé tout à l'heure, ceux qui sont sur le Rhin, qui va relier la Seine à l'Escaut et qui était un élément qui manquait. C'est-à-dire que le problème en France, c'est que la France dispose du plus grand réseau de voies navigables en Europe. Mais c'est aussi le moins exploité et le moins entretenu. Et la particularité de la France, c'est qu'elle a un système de voies navigables qui sont en cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent sur les bateaux à grand gabarit et on a délaissé les canaux. Donc vous avez une série comme ça de cul-de-sac. Par exemple, les bateaux qui arrivent de Marseille et qui remontent le Rhône, à un moment se trouvent bloqués en Bourgogne parce que le grand gabarit s'arrête. Qu'il a été question de faire un canal à un moment du Rhône au Rhin, mais pour des questions écologiques, ça n'a pas pu être fait, donc on a bloqué. Il y a comme ça toute une série de cul-de-sac, de problèmes de gabarit. Alors on est en train de construire à la sortie de Paris un énorme canal qui va rejoindre la Seine avec l'Escaut et qui va permettre de rejoindre les ports de l'Europe du Nord. C'est pas inintéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le principal port d'acheminement vers Rungis, c'est pas Le Havre, c'est Anvers. Voilà. Donc on est en train de recalculer ça. Et surtout, il y avait un déséquilibre. C'est-à-dire que, je prends toujours la région parisienne, parce qu'il y a la Seine, les 2/3 des entrepôts logistiques étaient à l'est de Paris. Or, les bateaux de grand gabarit ne peuvent pas traverser Paris. Et il est en train de s'opérer un changement. C'est en train qu'on est en train de construire d'énormes plateformes logistiques en aval de Paris, désormais, ce qui donne aussi une indication de quelque chose qui est en train de se produire. Ce qu'il y avait aussi, c'est que les grandes compagnies maritimes ne s'arrêtaient quasiment plus au Havre pour desservir les fleuves français, mais filaient vers Anvers et Rotterdam, et après c'était redistribué par camion. Et là, avec cette perspective de ce nouveau canal et cette redéfinition des entrepôts logistiques autour de Paris, plus le fait que, depuis le printemps dernier,
il y a une entité juridique commune qui relie le port du Havre, de Rouen et de Paris qu'on appelle AROPA. Ils ont décidé de mutualiser leurs moyens. Enfin, il est en train de se passer quelque chose. De toute façon, comme je vous dis tout à l'heure, on peut multiplier par 4 le trafic sur la Seine sans changer les infrastructures. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Alors, pour des raisons écologiques, le manque de transporteurs routiers, enfin de routiers, et puis ces tonnages considérables qu'on peut mettre sur l'eau. Et puis, on est en train de construire des bateaux électriques. C'est en train de venir, on est en train de construire des bateaux à hydrogène. Enfin, il va y avoir aussi un verdissement de la flotte des bateaux mouches à Paris. Je crois que c'est entre 30 et 40% avant 2024 seront entièrement électriques. Enfin, il est en train de se passer quelque chose autour du fluvial. On est en train de redécouvrir le fluvial. Mais ça n'est pas gagné, car les canaux ne sont pas du tout entretenus. Ils s'envasent. C'est ce qui revient beaucoup dans le livre. Voilà, c'est ça. Ils s'envasent. Et il y a des plantes invasives. Et là, c'est partout à travers... dans tous les pays, il y a des plantes invasives qui se sont mises sur les canaux. Et avant, le passage régulier des bateaux permettait de les broyer et d'empêcher leur prolifération. Le fait que les bateaux ne passent plus, il y en a de plus en plus. Et une course contre la montre qui est engagée contre ces plantes invasives. C'est pas gagné. Du coup, le niveau d'eau a monté. Enfin, monté. On peut mettre moins de charges sur les bateaux, éventuellement sur les canaux. Enfin, il y a un énorme problème d'entretien sur les canaux, donc c'est pas gagné. Ce qui est gagné, c'est probablement sur les gros gabarits et sur les grands fleuves. En revanche, sur les canaux de jonction, c'est pas gagné. Mais je pense que le courant, si j'ose dire, est en train de se retourner, quoi. On va sûrement revenir vers du fluvial. Sauf que il y a les problèmes de changement climatique. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des inondations considérables ou, au contraire, comme cet été, des étiages très très bas. Par exemple, sur le Rhin, cet été, les bateaux ne pouvaient plus charger que 30% de leur capacité. Et j'y étais, moi, l'été précédent, et il y avait eu des énormes inondations meurtrières. Et moi, je me suis retrouvé sur des bateaux où on s'est retrouvé bloqué 8 jours parce que le niveau du Rhin était trop élevé. Et cet été, il était trop bas. Donc, il y a aussi cette incertitude-là concernant le fluvial, mais je pense que ça va revenir. Merci Jean-Claude Raspienjas. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet? Oui. Oui, moi j'en ai une. Merci, c'était passionnant. Moi, les péniches que je vois le plus souvent, c'est des péniches dans certaines grandes villes où des gens d'Ater vivent dans des péniches. Et alors j'ai le sentiment que ce n'est pas du tout les mêmes catégories sociales qu'autrefois. Et j'aimerais savoir si vous savez quel regard les mariniers portent sur ça. Oui, bien sûr. Alors, ces péniches de logement dont vous parlez, par exemple, Paris en est infesté. C'est pas péjoratif de dire ça. C'est joli, quand même. Non, mais bien sûr. Mais c'est même très, très beau. Infesté, c'est pas un terme très positif. Hein. Non, mais je sais bien. Sauf que quand vous passez avec les mariniers, pour eux, c'est une nécropole. C'est-à-dire que chaque péniche a une histoire. Et combien de fois j'ai traversé Paris comme ça avec eux, ils me racontaient l'histoire de chaque péniche. Alors, c'est l'effet du plan d'échirage. C'est-à-dire que quand on leur a demandé de détruire leur péniche, un certain nombre d'entre eux les ont vendus plutôt que de les détruire. Et tous se sont retrouvés avec des catégories sociales. C'est les catégories sociales plus, là. Hein. C'est vraiment... autour de Paris, c'est beaucoup d'acteurs, de communicants, de gens de la publicité. Vous avez beaucoup de magazines de mode qui viennent photographier ces péniches. Alors, c'est très beau. Hein. C'est-à-dire quand on longe tout ça, c'est en effet très, très, très beau. Mais quand vous êtes avec les mariniers, c'est un crève-cœur terrible pour eux. Parce que chaque péniche, moi, ils me racontaient l'histoire de chaque péniche qu'on croisait. Et c'est une nécropole, du coup, pour eux. C'est-à-dire que c'est l'histoire de leur disparition et qui est mise en valeur. Donc, oui, bien sûr, oui. Et ceux qui sont sur ces péniches-là adorent leur vie, oui. Ouais. Alors, il y a une question là-haut. Et c'est aussi ce qui ne leur permet pas de se garer dans Paris, ces bateaux-logements. Ça prend de la place. Ça prend de la place, non mais surtout ils peuvent plus s'arrêter, ouais, c'est ça, ils peuvent plus. Ouais. Et moi j'ai fait l'interview d'une vieille marinière qui avait 94 ans il y a 2 ans, qui m'a raconté sa vie et qui me racontait qu'un des grands plaisirs avec son mari, c'était de pouvoir se garer dans Paris. Notamment, ils aimaient beaucoup se garer en face du quai des Orfèvres, donc pas loin de Notre-Dame, et ils allaient se promener dans Paris le soir, et ils adoraient quand leur tour, on appelle ça un tour quand vous avez un chargement de fret, ils adoraient quand ça leur permettait de passer à Paris, et ils adoraient se garer la nuit et aller se promener. Et elle disait qu'elle connaissait tout du Marais, que ça leur arrivait même d'aller au théâtre ou d'aller voir des spectacles de variété avant de reprendre la péniche le lendemain. Ça c'est fini, ils ne peuvent plus se garer dans Paris, parce qu'il y a notamment beaucoup
beaucoup de péniches de logement. Oui, vous avez presque répondu à ma question. Vous avez évoqué brièvement les enfants, mais quid des femmes de mariniers? Quel rôle elles ont sur le bateau? Alors, l'histoire des mariniers, c'est des histoires de couple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de péniche si vous n'êtes pas deux. Et c'est vraiment des histoires de couple. C'est-à-dire, ils sont interchangeables. C'est-à-dire que le mari a le permis de naviguer. Très souvent, sa femme l'obtient aussi. Mais il y a une répartition des rôles, comme un peu dans le reste de la société. Le mari conduit, et puis elle s'occupe de la famille, des enfants en bas âge, de toutes les questions administratives. Et surtout, elle est l'œil et les bras du capitaine. Parce que chaque écluse, il faut être deux. C'est-à-dire, le capitaine, il ne peut pas s'arrêter à l'écluse sans mettre les cordes, voilà. Et c'est elle, le plus souvent, parfois c'est elle qui pilote, mais c'est plus rare, mais c'est elle qui est à l'étrave de la péniche et qui lui indique s'il faut aller un peu plus à bâbord, un peu plus à tribord, s'il faut un peu freiner. Donc ils ont tout un système sémaphorique de sémaphore avec des gestes de bras. Et d'ailleurs, un des mariniers me disait, pendant qu'on passait une écluse, il me disait, elle est l'œil et mes gestes, et c'est elle qui met les cordes pour bloquer la péniche. Il y a une vraie répartition, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir d'histoire de péniche au sens traditionnel. Je ne parle pas des compagnies de barges, là, enfin, je peux en parler, où là c'est du 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais, mais sur le monde traditionnel de la péniche, c'est toujours des histoires de couple, toujours. Et aussi, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que les enfants naissent où ils peuvent. Voilà. Et il y avait une tradition autrefois, c'est qu'on chargeait les sages-femmes en route à l'approche de la naissance. La naissance avait lieu sur la péniche et on relarguait la sage-femme et on lui payait l'équivalent du taxi pour qu'elle rentre chez elle. Moi, je me suis retrouvé avec des familles de mariniers. Je pensais notamment à une famille avec qui je suis parti. Ils étaient 6 frères et sœurs dans la famille du capitaine. Aucun d'entre eux n'était né au même endroit. Aucun. Voilà. Ils étaient nés où ils avaient pu. Quoi. Voilà. Les lieux de naissance, à chaque fois, c'est tel bateau à tel endroit. Voilà, c'est ça. C'est en route. Quoi. Alors, une autre question tout là-haut. Oui, s'il vous plaît. Ah oui, la formation. Alors la formation, elle est d'abord empirique, c'est-à-dire que les enfants de mariniers, ils apprennent sur le tas, hein, vraiment, quoi, avec leurs parents. Ils naissent mariniers et ils deviennent mariniers, mais il y a des écoles de formation très pointues et ils ont un très fort niveau de formation parce que aujourd'hui, les péniches que vous avez, ça coûte très 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 cher, c'est beaucoup de tonnage. Enfin là, il faut être très très formé. Oui, il y a des écoles de formation, il y a un bac professionnel pour les mariniers, mais ils ont ça dans le sang, ils l'ont appris de façon empirique, il y a un atavisme, voilà. Mais il y a une vraie formation. Ouais. Et puis les bateaux sont soumis à un contrôle technique extrêmement strict tous les 7 ans, et c'est pas de la rigolade, hein. Là c'est vraiment très sérieux, ça aussi ça participe de la formation. Voilà. Oui, moi je voulais vous demander, Vous êtes où? Je suis ici. Ah, d'accord. Oui, si j'ai bien compris, vont se développer dans l'avenir plutôt les grosses péniches qui circulent sur le Rhin, ou également sur le canal, par exemple le canal de la Marne-Rhin que je connais un peu. Est-ce que dans l'avenir, on peut revoir des péniches? Par exemple, je connais le plan incliné de Lutzelbourg, qui est près de Sarrebourg, qui a été construit dans les années 70 et qui a remplacé, je ne sais plus, 17 écluses. Est-ce qu'on risque de revoir des péniches sur ce canal ou c'est surtout des grosses péniches comme celles qui sont sur le Rhin qui vont se développer? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez risque, mais où il y a risque, oui, risque il y a. Oui. Je pense qu'il va y avoir plusieurs gabarits parce que dans la transformation du monde actuel, il y a aussi l'exigence de circuits courts. Et les petites péniches, disons les péniches Freycinet, le format Freycinet est parfaitement indiqué pour ce genre de transport, de circuits courts. Vous voyez, par exemple, avec le Tourmente, il est parti de Damazan, donc à côté d'Agen. Et lui, il arrive, il habite dans l'Hérault, mais il est venu à Damazan commencer à charger. Et il a chargé entre Damazan et Bordeaux. Bon, il a mis 3 jours, mais c'est ça le système du circuit court. Et la péniche est parfaitement indiquée quand ça n'est pas des transports hyper rapides. Et même là, le voyage qu'il va faire là début octobre, le voyage qu'il va refaire, il va être avec des structures réfrigérées dans sa péniche pour les primeurs du Lot-et-Garonne. Enfin bon, donc vous allez avoir
très probablement le retour des petites péniches dites fraissinées. Il faut quand même savoir qu'on n'en a plus construit en France depuis 1985, alors que l'Europe du Nord a continué à en construire et que les Chinois en livrent énormément. Pour l'Europe du Nord. L'Europe du Nord a un trafic de péniches considérable, ce qui n'est plus notre cas. Mais c'est en train de repartir, et notamment grâce au tourisme fluvial. Là, par exemple, la compagnie Croisière Europe a remis en construction des fraissinées pour du tourisme fluvial. Mais oui, je pense qu'il va y avoir... Alors, les gros gabarits ne peuvent pas aller sur ces canaux. Hein. Les gros gabarits, ça ne peut être que sur les grands fleuves, sur le Rhin, la Seine, tout ça, mais ils peuvent pas. Le nouveau canal, mais ils ne peuvent pas aller sur les canaux dont vous parlez. Donc là, il y aura une jonction avec des petites péniches, mais pour des circuits courts, pas pour des longues traversées. Mais par exemple, le Tourmente dont je vous parle, il lui arrive de revenir sur le canal des Deux Mers. Et il transporte des gros transformateurs de 100 tonnes qu'il est allé prendre à Lyon et qu'il amène à Langon. Il l'a fait 2 ou 3 fois. Il va le chercher à Lyon parce qu'arrive à Lyon un gros gabarit d'Allemagne, mais ce gros gabarit, lui, ne peut pas prendre le canal du Midi à cause de son gabarit à lui. Donc lui, il fait la jonction. Enfin, vous voyez, c'est des transferts compliqués, mais un transformateur, vous pouvez prendre du temps pour l'amener. On n'est pas pressé, quoi. Mais oui. Enfin, risque il y a, c'est sûr, du retour de bateaux de différentes catégories. Oui. Alors, une autre question. Oui, bonsoir. Ici. Oui. Oui, on vous voit. Oui, bonsoir. Et au point de vue temps, combien ils mettent pour aller de Lyon à Langon, mettons Oula. Lyon à Langon, je crois qu'il met 3 semaines. Il met 3 semaines, je crois. Mais vous savez, vous naviguez sur les canaux, vous ne pouvez pas naviguer au-delà de 6 km/h, donc c'est vite fait. Ben, c'est vite fait. Façon de parler. Façon de parler. Parce qu'en plus, vous avez les écluses à passer. Sur le canal du Midi, il y a ce qu'on appelle... Alors le bief, ce qu'on appelle le bief, c'est l'espace entre 2 écluses. Il y a un bief sur le canal du Midi de 54 km sans écluses. Alors ça, c'est vraiment idéal. Mais sinon, vous avez beaucoup d'écluses à passer et évidemment, ça vous retarde. Donc sur un canal, vous ne pouvez pas aller au-delà de 6 km/h. Pour traverser Paris, c'est 12 km/h. Et sur la Seine et le Rhin, si vous êtes dans le sens de la descente, si vous êtes dans le sens de la montée, c'est compliqué. On peut monter à 20 km/h. Mais il ne faut pas guère aller au-delà. Et tout à l'heure, on a vu un extrait, la Vierge du Rhin sur la Loreley. La Loreley, je l'ai fait plusieurs fois, c'est très dangereux comme endroit, parce que c'est étroit et surtout les virages sont très secs. Et il y a tout le long du Rhin, la partie du Rhin romantique, il y a plein de panneaux de limitation de vitesse pour les péniches. Ils ne doivent pas dépasser les 20 km/h dans ces coins-là. Ils sont très chargés et quand le Rhin pousse, il pousse. Hein. Et d'ailleurs, quand vous le remontez, vous le sentez aussi. Mais quand vous êtes dans le sens de la descente, et le marinier avec qui j'ai fait le Rhin m'a expliqué qu'il y a quelques années, ils avaient vu sur leurs écrans d'ordinateur un bateau qui allait trop vite. Ils le voyaient sur leurs écrans d'ordinateur. Et dans ce coin-là, à un moment, il faisait du 28 km/h, alors qu'il faut faire là. Alors là, il ne faut pas dépasser les 12-13. Il était à 28 km/h, le type avait... Enfin, je ne sais pas ce qu'il avait fait, quoi. Et à un moment, il a disparu des écrans, quoi. Il a coulé, quoi. Il s'est renversé, il a coulé dans le Rhin, quoi. Donc le temps que ça peut prendre, c'est compliqué, mais ça, c'est un problème de logistique avec des ordinateurs. Mais de toute façon, sur les canaux, puisque de Lyon, il va falloir qu'il passe, il va falloir qu'il rentre sur le canal du Midi, et là, il ne peut pas dépasser les 6 km/h, donc c'est très, très, très long. Alors, une dernière question. Là, il y a une question ici. Mais donc, quand on entend ce que vous dites, il y a en fait une révolution mentale à faire. Oui, mais voilà. qui est la révolution mentale. Parce qu'effectivement, il y a des transports qui ne sont pas urgents. C'est comme les courriers. Il y a des courriers qui sont urgents, il y a des courriers qui ne sont pas urgents. Alors, dernière question. Oui, bonsoir. Combien coûte une péniche? Et une autre manière de poser la question, c'est est-ce qu'un marinier peut encore être propriétaire de sa péniche? Alors, la réponse est oui. La réponse est oui à la deuxième question. Est-ce qu'il peut être propriétaire de sa péniche? Oui. Ça dépend de la taille, je suppose. Comment? Ça dépend de la taille de la péniche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mariniers, en tout cas les artisans mariniers, gagnent bien leur vie. C'est la différence avec les routiers. Ils gagnent vraiment bien leur vie. Un Fraissinet, alors un Fraissinet, l'homme du Picardie, enfin, la péniche traditionnelle, vous pouvez l'acheter entre 50 000 et 100 000 euros. Bon, il faut le sortir, hein. Mais les grands gabarits dont on parlait tout à l'heure, c'est jusqu'à 5 millions d'euros. Hein. Donc, mais par exemple, moi, le marinier sur le Rhin, là, qui était vraiment très très sympa, m'expliquait que pour un jeune couple qui démarre,
acheter une fraissinet d'occasion est un excellent choix. C'est-à-dire qu'il dit on peut l'acheter d'occasion, on peut l'acheter entre 25 000 et 50 000 et on l'amortit assez vite. Voilà. Ils gagnent bien leur vie. Moi, c'est une chose qui m'a surpris. Je quittais le monde des routiers, j'arrivais dans ce monde-là et j'ai été surpris par le niveau de vie des mariniers qui marchent bien. Ils gagnent vraiment bien leur vie, alors qu'ils ont des énormes charges. Parce qu'évidemment, quand vous achetez une péniche 100 000 €, après, il faut débiter, quoi. Mais ils ont un niveau de vie bien supérieur aux routiers. Oui, vous pouvez être propriétaire, bien sûr, d'une péniche et vous avez des tours. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est Avec que... une vie quand même extrêmement contraignante. Oui, bien sûr, une vie extrêmement contraignante, mais surtout... Il y a eu 2 drames. Il y a eu le plan d'échirage dont je vous ai parlé, puis il y a eu un autre drame qui est le 31 décembre 1999 où on a décidé de fermer les bourses d'affrètement. Alors les bourses d'affrètement, traditionnellement chez les mariniers, c'est quelque chose de très important. C'était des endroits... Alors il y a une scène dans L'Homme du Picardie très très bien là-dessus. C'est des endroits où les mariniers se retrouvaient 2 à 3 fois par semaine et ils s'inscrivaient sur un tour de rôle et les affréteurs venaient et inscrivaient sur des tableaux des voyages à faire. Et vous passiez par ordre d'arrivée. Vous pouviez prendre le voyage qu'on vous proposait en premier, mais vous pouviez aussi vous désister. C'était le suivant qui le prenait ou qui ne le prenait pas, mais vous gardiez votre ordre de priorité pour la suite. Et surtout, les prix étaient fixés, on ne discutait plus. Voilà. Alors c'était un endroit très important parce qu'ils se retrouvaient. C'était un endroit où ils discutaient beaucoup, il y avait beaucoup de bistrots autour des bourses d'affrètement. C'était absolument formidable et c'était un lieu de solidarité. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Pour le libéralisme, dérégulation du marché, tout ce qu'on veut, on a arrêté les bourses d'affrètement, si bien qu'aujourd'hui, ils se louent à bas prix. La solidarité entre eux a disparu, mais c'est valable chez les routiers, c'est valable dans plein de professions, il n'y a plus de solidarité. Et surtout, on cache, même à ses meilleurs copains, le prix qu'on fait pour les affrètements. Et donc ça, eux le vivent très très mal, quoi. La fin des bourses d'affrètement, ils l'ont vécu très très mal, parce qu'ils se sont rendus compte que ça renforçait un individualisme qui n'était pas toujours le leur, et surtout qu'il y avait une opacité, on cachait les prix, et du coup, évidemment, les affrèteurs jouent beaucoup là-dessus, en jouant sur celui qui prendra au moindre prix, quoi. Merci beaucoup, Merci. Jean-Claude Raspien-Jass.